Hello, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Free and Nomade. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Yves. Bonjour Yves. Bonjour. Donc c'est une personne qu'on a eu l'occasion de rencontrer et échanger ensemble lors d'un événement à Kuala Lumpur en Malaisie, un échange avec des expatriés francophones. Donc ça sera super intéressant parce que Yves a eu plusieurs vies et il va nous partager ça dans cette interview. Alors Yves, est-ce que tu pourrais en quelques mots décrire un petit peu ton histoire, nous expliquer Ouf, d'où tu... je suis combien d'heures? C'est comme tu le sens, mais... Bon, ok. Donc, mon nom c'est Yves, j'ai 65 ans. Je suis né à Annecy, en Haute-Savoie, et j'ai grandi à Annecy. Mais très vite, il y a deux choses qui ont, je dirais, forgé mon avenir. Un, j'avais l'envie de voyager depuis toujours. Et deux, j'avais un rêve complètement fou, c'était d'être mécanicien de Formule 1. Et donc, à 22 ans, j'ai été mécanicien de Formule 1 pour l'écurie Ligier à Vichy. Ah, génial. OK. J'ai eu un grave accident de voiture, donc ça m'a retiré de la compétition pendant quelques années. Et en 88, j'ai pu refaire de la Formule 1 avec l'écurie AGS, qui était à Gonfaron, dans le Var. Et puis on est allé au Grand Prix du Canada et au Grand Prix de Détroit en juin 1988. Et là, le Grand Prix des États-Unis, ça a changé pas mal de choses. Déjà, à l'aéroport, il y a une grande limousine qui vient nous chercher, il y a les Hmm. gratte-ciel. Moi, d'Annecy, j'étais Ouais, ébahi, quoi. Je dis, mais ce pays, mais c'est grand, là. Puis bon, hein. Et puis quand on est dans la course automobile, il y a trois courses. Les trois courses les plus importantes, c'est Monaco, en F1, c'est les 24 heures du Mans et les 500 miles d'Indianapolis. Et après avoir fait la Formule 1, je me suis dit, il faut que j'aille faire les 500 miles d'Indianapolis. Bon, alors comment faire? C'est pas évident. Donc j'ai fait des allers-retours, j'ai vendu ma moto, j'ai vendu ma voiture de sport, j'ai tout vendu en France pour me payer les billets d'avion. Et puis un jour, j'ai dit, bon, j'avais déjà quelques contacts avec quelques écuries, et puis j'ai acheté un billet d'avion, j'avais $2000 en poche, et puis je suis parti. J'ai tout quitté, je suis parti. Donc ça, c'est ma première expatriation. Euh, Ça n'a pas été la plus facile parce que je suis parti complètement à l'aventure. Ça aurait pu ne pas marcher, et quand j'ai cru que je pourrais pas trouver de travail parce que j'ai pas de visa, j'avais rien, et je vais rentrer en France. J'ai un de mes anciens coéquipiers de Formule 1 qui m'a appelé, qui était aux États-Unis, puis qui m'a dit, bah, j'ai une place pour toi dans une écurie, ça t'intéresse? Ah, bah oui, c'est pour ça que je suis là, quoi. l'opportunité. Voilà. Donc, j'ai travaillé pour une écurie canadienne, donc on a fait de l'Indy Light, mais j'étais touriste, donc ça posait quand même quelques problèmes, et personne voulait me faire des démarches pour un visa de mécanicien parce qu'on m'a dit de toute façon on n'y arrivera pas. Donc pour moi de rester comme ça, c'était pas intéressant, et j'ai joué à la loterie de l'immigration américaine et La j'ai fameuse. gagné. Ah, J'ai mais gagné ma carte verte. le Donc oui, destin. voilà, j'ai gagné ma carte verte à la loterie de l'immigration. Donc là, ça a changé beaucoup de choses. Donc j'ai pu trouver un travail. Donc j'ai fait de l'IndyCar, j'ai fait les 500 miles d'Indianapolis en tant que mécanicien. Pas eu de chance parce que la première fois, on a explosé le moteur à 11 tours du départ. Et puis la deuxième fois, on a craché la voiture au premier tour. Mais bon, donc j'ai fait le circuit et tout ça. Donc d'avoir la carte verte par la loterie d'immigration, c'était une chance pas possible parce que Hmm. sinon j'aurais jamais pu. Donc après, j'ai décidé de rester aux États-Unis. Euh, donc j'ai trouvé du travail, comme je suis ingénieur mécanicien de formation, dans une société suédoise, Autolift, qui fait des ceintures de sécurité et airbags, et qui avait une grosse usine de ceintures de sécurité à Indianapolis. Donc je suis resté à Indianapolis à travailler, faire des ceintures, enfin la qualité pour les ceintures de sécurité. Et on avait une grosse usine au Mexique, et j'ai demandé à être muté au Mexique. Et là, on m'a envoyé 2 ans au Mexique. Donc là, c'était un peu plus simple parce que c'est mon employeur qui m'a muté au Mexique.
Donc c'est plus simple parce que ils payent le déménagement, ils payent les billets d'avion, ils payent Bien sûr. l'école de mes enfants. Donc financièrement, ça a été beaucoup plus simple. Au bout de 2 ans, je suis revenu aux États-Unis. Donc après, on m'a muté en Californie. J'ai passé 19 ans en Californie. Mais quand j'étais en Californie, je passais mon temps en Asie parce que je m'occupais de la qualité fournisseur et tous nos fournisseurs à l'époque étaient asiatiques. Mmh. Et puis on avait un fournisseur en Malaisie où il y avait une charmante dame. Et quand j'ai pris la retraite, on est ensemble et puis on s'est mariés. Donc elle est malaisienne. Donc c'est pour ça que maintenant mon troisième pays, alors c'est pas seulement pour elle. J'aime tout en Malaisie. Sauf le temps, parce que je suis un ancien amateur de ski, donc moi s'il n'y a pas de neige, Ouais. mais j'aime tout, le coût de la vie, et les gens ici. Donc je me trouve très bien ici, et bon, je pense que ça sera mon dernier pays, mais bon, avec, je dirais à mi-temps en France et puis à mi-temps en Malaisie. Mais donc c'est ma troisième expatriation. Donc le premier c'est complètement l'aventure, le deuxième c'est mon employeur. Le troisième, c'est le cœur. Mmh. Ouais, c'est Voilà, en 5 minutes. une sacrée vie. Voilà, oui. Ouais. Voilà mes expatriations. OK. Et lors de ta première expatriation, Oui, tu avais quel âge? 33 ans. 33 ans? Ouais. Et comment ont réagi tes proches, lorsque tu leur as dit: «Ben, voilà, je vais partir à l'étranger», Ben donc, tout le monde était au courant que je voulais partir, D'accord. mais il y en a très peu qui pensaient que j'allais réussir. Et ils avaient pas vraiment tort parce que je suis parti vraiment à l'aventure et c'est quelque chose que je conseille pas trop. En plus, je vais pas dire que je me suis fait rouler par des Français, mais j'ai rencontré des Français là-bas, j'ai rencontré qui travaillent pour des écuries de course et tout ça, et tout le monde m'a dit bah viens, c'est super, oui il y a du travail et tout ça. Et puis quand je suis arrivé, on m'a dit ah oui c'est bien, t'es là, mais t'as un visa? Non, bah si t'as pas de visa, on peut rien faire pour toi. Mmh. Donc on m'a mal informé. Mmh. Moi je pense que bon à l'époque il y avait pas Internet, Bien sûr. hein. Donc si j'ai enfin c'est pas vraiment un conseil parce que j'ai pas vraiment la prétention de donner des conseils, mais euh, quand on veut partir, que ce soit pour travailler ou même être en retraite, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent passer leur retraite en Thaïlande ou ici. Oui, on part, mais est-ce qu'on a le droit de travailler? Est-ce qu'on a le droit de rester en retraite? Donc c'est le visa, que ce soit le visa de retraite, le visa de retraité ou c'est la même chose, le visa de travail. Le plus important avant de partir, c'est de se renseigner sur les conditions, les la simplicité ou la complexité pour avoir un visa. Parce que si j'avais pas eu ma carte verte à la loterie de l'immigration, je serais rentré. Parce qu'on m'a dit, je dis, mais je veux un visa de quoi? Un visa de mécanicien. Mais Yves, des mécaniciens, on en a des milliers ici. Pourquoi on va vous donner Mmh. un visa? Parce qu'il faut justifier quand même. Pourquoi? Et en 30 ans, les choses ont beaucoup changé parce que maintenant, tout le monde ferme ses frontières. Mmh. Le monde ferme ses Mmh. frontières. Les étrangers, on en veut de moins en moins. Mmh. Il y a du protectionniste, ok? Donc, oui, c'est toujours possible de s'expatrier, mais il faut avoir une spécialité française ou il faut avoir des diplômes, ok? Mmh. Donc, la première chose, c'est de se renseigner sur les conditions pour avoir un visa. Alors que ça soit digital nomade, que ça soit pour avoir un emploi dans une entreprise, que ça soit pour ce que l'on veut ou pour créer sa propre entreprise, quelles sont les conditions? Mmh. Ça, à mon avis, c'est la première chose qu'il faut regarder. Mmh. D'accord. C'est vrai que souvent beaucoup de personnes oublient et encore plus, Oui, dans notre génération, les digital nomades, où ils partent un petit peu à l'aventure et se disent: «Ben, voilà, c'est oui, facile», en plus en tant que Français, souvent on a 90 jours ou oui, 60 jours suivant les oui, pays oui, et après on oui, oui. verra et Alors ça, c'est pas une mauvaise idée. c'est pas une mauvaise C'est idée pas une mauvaise effectivement, idée, mais ok? De partir et mmh, puis de prendre la température, hein, c'est prendre la ça. Ça température. permet Est-ce de que ça voir va me plaire et si tout ça nous ça? plaît, ouais. Mais après, il faut savoir si je veux rester. Donc, Mmh, avant de partir, oui, mais il faut déjà avoir une idée de l'après, ouais, c'est ça. de l'après. Mais bon, oui, partir. Alors, une autre chose aussi, une erreur que j'ai faite, une erreur que ma sœur a faite. Bon, ce que l'on voit quand on est touriste ou quand on est résident, c'est pas la même chose. Mmh,
les touristes, on n'a pas accès à tout, et puis les gens sont sympas. Quand on travaille, après, moi, on me l'a dit, hein, sale français, t'es pas content, tu retournes chez toi. Oui, quand on est touriste, on dit, mais on lit pas. Mais quand on vient dans un pays puis qu'on prend le travail de Bien quelqu'un sûr. d'autre, Mmh. c'est le genre de réflexion. Donc, il y a Lilian Thuram qui dit dans une vidéo qui est Les yeux dans les bleus en 98, il dit, de toute façon, quand tu pars de chez toi, il faut être fort dans ta tête. Et ça, je pense que si on est dans sa tête, on n'est pas fort, on va pas pouvoir s'expatrier. C'est pas Mmh. possible. Mmh. Parce que j'aime bien la Malaisie, mais c'est pas chez moi. Mmh. Et ça sera jamais chez moi. D'accord. Et il y a certaines personnes qui vont me le rappeler de temps en temps Mmh. que c'est pas chez moi. Aux États-Unis, quand on m'a embauché, on m'a dit, parce que je négociais certaines choses, on m'a dit, qui c'est qui a marché sur la Lune? C'est les Américains ou les Français? Donc tais-toi. Non, mais c'est le genre de choses, quoi. Quand on est touriste, on l'a pas. Et après, quand on veut travailler certaines choses, il y a aussi, hein, c'est pas parce qu'on est venu 3 fois en vacances ici qu'on connaît le pays. Hein. Non, il faut quand même un certain temps Mmh. pour connaître les coutumes, les lois, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, comment le faire. Il y a un temps d'adaptation. Il y a un temps d'adaptation. Mmh. Et parce que on arrive, ouais, oh c'est super ici, c'est pas cher, il fait beau tout le temps. Mmh. Ouais, mais il faut être honnête avec soi-même. Il y a Mmh. le bon côté et puis il y a les mauvais côtés aussi. D'accord. Donc Et même le fait voilà. d'être marié avec une, personne malaisienne, Oui. tu te sens pas plus intégré à la communauté? Non, pas plus qu'elle, Pas elle plus? se sent Non. intégrée en France, quoi. Bah, D'accord. alors déjà, elle parle pas français, donc encore moins. Non, parce que bah, les gens voient que je suis pas d'ici déjà. Oui, bien sûr. Les gens voient que Oui, je oui. suis pas d'ici. Mmh. Donc les Malaisiens sont sympas. Ils sont sympas. J'ai pas à me plaindre de la mentalité. C'est pas un pays que l'on vante pour le tourisme. Mmh. OK, parce que quand vous êtes une agence de voyage dans cette région, on va vous vendre les plages des îles Mmh. de la Thaïlande, on va vous vendre le Vietnam, Mmh. les temples du Cambodge, mais Malaisie, Bali, pas de trop. Voilà, l'Indonésie. Bali et tout Mmh. ça. Mmh. Mais la Malaisie, pas défaut. Parce que bon, la Malaisie, ils ont quand même des ressources pétrolières que les Mmh. voisins n'ont pas. Bien sûr. OK. Donc, mais non, moi je suis très content d'être en Malaisie, mais je suis un étranger de toute façon. D'accord. Je suis un étranger ici. Parce on va me demander mon nom, comment ça s'écrit, mon prénom, ok. Quand je rentre en Savoie ou en Haute-Savoie, enfin on va dire l'ancienne Savoie. Et donc, si tu devais décrire ta vie ici en 3 mots, par exemple, lesquels seraient-ils? Alors, pour l'instant, je voyage beaucoup. Je passe moins de 50% du temps en Malaisie parce que euh, ma passion c'est les voyages. D'accord. J'ai fait 67 pays à ce jour. Ah oui. J'ai mon goal, mon but, c'est 74 le plus rapidement possible. Pourquoi 74? Parce que le jour où j'ai Alzheimer, je me rappellerai que la Haute-Savoie, c'est 74. Donc c'est pour ça que je vais faire 74 pays. C'est pas mal. J'en suis à 67 actuellement, donc je passe un peu moins. Mais moi, ma vie ici, c'est alors j'habite pas à Kuala Lumpur. J'habite comme si j'étais à Paris, je dirais, je suis en Île-de-France. Donc je suis à Puchong. D'accord. Donc c'est à 1 heure de métro. Donc je n'ai pas à venir à Kuala Lumpur pour le travail rien du tout, donc Mmh. c'est quand même un peu moins cher Oui. et tout. Non, moi je me plais. Je me plais, nouvel appartement dans un nouvel tour et tout ça. Il y a que le temps. Chaud et humide tous les jours, c'est pénible, hein. Mais sinon, non, tout ici tout me plaît. Honnêtement, la bouffe, c'est super bon. Il y a le choix. Bien sûr. C'est pas cher, Ouais. les gens sont sympas, et puis les soins médicaux. Alors là, si vous pensez qu'en France, les soins médicaux et la sécurité sociale, c'est bien, vous avez rien vu. Venez ici. Et l'administration malaisienne, un passeport, pour vous renouveler vos passeports, c'est 1 semaine. Pour renouveler la carte d'identité, c'est la journée. Ah oui. Non, mais bon, C'est vrai que tout ça change la vie, en fait, on a voilà. tellement moins de contraintes en Asie, Oui. Et après, vous avez les gens qui, oh, mais c'est des pays du tiers-monde. Chacun fait ce qu'il veut. bien sûr. Et vous venez ici, enfin, moi je pense, ce que j'ai appris à faire les 67 pays,
quand on peut pas comparer, on n'est pas objectif. Bien sûr. Oh, j'ai une très bonne voiture et tout. Mmh. Ouais, bah t'en essayes 10 pendant un mois, et Mmh. puis tu vois, peut-être que tu vas peut-être changer d'avis. Mmh. Tu vas peut-être changer d'avis. Mmh. Donc il faut avoir, il faut pouvoir comparer. Et puis C'est après ça. on dit ouais, ben la France a ses bonnes choses, ok, je Mmh. dis pas. Oui, mais peut-être que là c'est mieux, voilà. Mmh. Donc quand on a la possibilité de comparer, après ça remet quelques idées en place. Tout à fait. Il Voilà. faut toujours se remettre en question parce que souvent, Oui, et il faut. Ah, est-ce qu'il faut avoir du courage? Bah oui, il faut avoir un peu de courage, mais les Américains ils disent Are you book smart or street smart? Donc, est-ce que vous êtes intelligent parce que vous avez un QI, parce que les formules mathématiques n'ont aucun secret pour vous? Et moi, j'ai jamais aimé les maths, j'ai jamais rien compris aux maths. Et où est-ce que vous êtes intelligent de la rue? Et intelligent de la rue, c'est-à-dire que quand on se retrouve dans certaines situations compliquées, comment on fait pour s'en sortir? Et c'est pas une équation mathématique qui va mmh, nous aider mmh, à nous sortir. Et très sincèrement, je pense que au niveau de la moyenne intellectuelle, je suis pas idiot, mais je suis pas aimé. Mais pour ce qui est à me débrouiller, si on me jette quelque part à me débrouiller, je pense que je vais me débrouiller plutôt bien et mieux que la majorité. Et si on veut partir un peu à l'aventure, ben on est un peu obligé, quoi. mmh, tout à fait. Parce on va quand même avoir beaucoup d'imprévus. Et puis, ben on peut pas téléphoner, on n'a pas des aides, donc il faut, Mmh, voilà. bien sûr. Donc il faut avoir un peu ces MacGyver, ok, C'est cet ça, esprit un peu MacGyver, parce que bon, on n'a pas d'aide, on est loin, et puis donc je pense que ça aide beaucoup. mmh, Ça aide beaucoup parce que on a toujours, alors ça peut être un petit accident, ou ça peut être on a perdu le passeport, ou ça peut être, je sais pas, on nous a volé nos bagages, un tas de trucs. Et qu'est-ce qu'on fait? mmh, Et là, il faut prendre une ouais, décision, il faut faire quelque faut chose. rebondir rapidement. Voilà, il faut rebondir C'est ça, rapidement. c'est ça. Et puis d'une manière logique, quoi, pas faire n'importe quoi. Mmh, Donc je pense que ça aide si on est un peu MacGyver, quoi. C'est mon opinion, hein. Et bon, j'ai vécu quand même pas mal de situations. ouais, Hein. justement Je me ça suis fait mettre en joue par un soldat israélien à la frontière. Donc j'ai vécu quand même certaines OK. certaines situations, bon, qui étaient. Mais c'est bien, ça fait partie de Ouais, l'expérience, ça fait quoi. partie de la vie, ça fait Oui, partie bien du sûr. voyage, de l'aventure. Oui, Mais oui. justement, ça embraye, super bien sur ma prochaine question. Quelle a été ta plus grosse, galère que tu as eue en voyage? Alors galère, Galère ou difficulté oui, ou, alors galère, j'ai pas vraiment galéré. Enfin, galéré, ok. Ok. Ma plus grande galère, c'est quand je suis arrivé aux États-Unis, Amérique, me voici, jusqu'à ce que je trouve un travail. Là, enfin, j'ai galéré, oui et non, parce que j'ai rencontré une famille française, et sans eux, j'aurais jamais, qui m'ont dit: «Bah, écoute, si tu veux rester avec nous, tu peux dormir sur le canapé», parce qu'avec 2 000 $, je pouvais pas rester à l'hôtel et tout. Mon anglais n'était pas aussi bon que maintenant. Donc j'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'a dit: «Écoute, tu peux rester avec nous». Mais j'ai galéré parce que demain, qu'est-ce que je vais faire demain? mmh, Et j'ai pas de travail, j'ai un petit travail. Bon, allez, je vais tailler des haies, demain, je vais t'aider à tailler des haies, puis tu me donnes ça. Donc c'était de la survie. mmh, C'était de la survie. Et je me suis dit, j le rêve américain, ben, je le ferai peut-être pas. Et il y avait un petit peu d'orgueil, mais c'était une grosse déception. bien sûr. Et puis, je dirais qu'à un dernier moment, ça a marché, mais ça, c'était la plus grosse galère de pas savoir, demain, oui, j'ai pas d'argent là, donc ça, c'était, je dirais, c'était ma plus grosse galère. Mmh. Et le moment où je dirais peut-être le plus peur, c'est que je me suis fait mettre en joue par un soldat israélien à la Mmh. frontière. Effectivement, Donc, ça doit ça doit réveiller. euh, donc là, oui, c'était quelque chose que j'oublierai pas, quoi. Ouais. Ah souvent, Voilà. Mais sinon, bon, il y a toujours des passages plus ou moins difficiles. Mais bon, bien quand on est sûr. en France aussi, hein. Oui, oui. J'ai une autre question, Oui. quel gain tu as eu, en fait, de quitter ton pays? Ça peut être soit un gain de temps, de météo, par exemple, hein, de qualité de vie ou même financier. Non, non.
Mais ce qui me gonfle, c'est que chaque fois que je rentre en France, c'est grève des taxis, c'est à la SNCF, bon, c'est tout le temps, donc on va pas en On est parler. habitué. C'est les raffineries qui sont, il y a Ah toujours oui, quelque chose. ouais. Le Et pays est tout le ça, temps quand on bloqué. parle entre expats, Ouais, c'est la question quand même. ouais, En France, oh, ben, on va se trouver dans les grèves. Et c'est ça. Il y a ouais, toujours des grèves en c'est France. ça. Et puis, c'est récent. Chaque fois quelque chose qui va pas, on pille la France. Mmh, La France, elle est pillée. Pour les mmh, retraites, les gilets ouais, jaunes, on pille la c'est France. ça. Paris Saint-Germain, je suis pas un fan du Paris Saint-Germain, mais bravo. Mmh, Ils ont gagné, on brûle des voitures. mmh, Et apparemment, ça paraît normal. ouais. Ça paraît normal. Tout Donc, le monde s'habitue à ce genre de voilà, situation, exactement. c'est grave. Donc, je me dis, mais là, je vais pas faire de politique, mais on va où là? Mmh. On célèbre une équipe de foot qui gagne, et puis En récompense, on voilà, détruit, la ville. voilà. Non, mais C'est tellement pas cohérent. là, j'ai des problèmes parce que quand même l'Asie, c'est beaucoup plus calme. Il y a C'est moins de calme. cris, il y a moins de Mmh, violence quand mmh, même. Il y a beaucoup moins de violence. Donc oui, la violence en France. Alors on me dit ouais, c'est que Paris, non. Il y a d'autres. Oui, ça me dérange depuis. Ah, puis les grèves. Ça, les grèves, il y a toujours des grèves. Alors, ils savent que je rentre en France et puis il y a quelqu'un qui décide de faire grève. Bon, la SNCF, c'est tout le temps. mmh. De toute façon, il y a toujours des grèves. Bah, ma sœur, elle est rentrée il y a une semaine. Bon, il y a 15 jours. Arrivée à l'aéroport, ah bah tout était bloqué parce qu'il y Mmh. avait les taxis qui bloquaient l'accès à l'aéroport. Il y a toujours quelque chose. De toute façon, en grève, hein. En France, bah, ça va pas, on fait grève alors. Mmh. Ça, et ça, oui, quand ça va, ouais. Et ça, c'est les expats, c'est souvent ce qui revient. Ok. Pas de souci. Justement, ça enchaîne sur la prochaine question. Est-ce Oui, que ton pays d'origine, donc c'est la France, oui. est-ce qu'un jour tu dois repartir en France, pour y vivre? Alors, vivre à plein temps, non. Vivre à mi-temps, oui. J'aimerais bien. Parce que la pâtisserie, ça me manque la Et le pâtisserie. saucisson? Le saucisson, on en trouve On en ici. trouve On du en bon? trouve, ouais. On trouve du saucisson, oui. OK. On trouve du saucisson. Non, mais la pâtisserie, Ouais, alors, ce qui me manque en France, c'est l'art de vivre à la française. bien sûr. Et sur ton expatriation, comme, tu as fait plusieurs Oui. expatriations, qu'est-ce que tu as appris sur toi, au plus profond? Et est-ce que tu penses que tu aurais eu une vie différente si tu n'avais Je pas, suis beaucoup, 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 beaucoup plus riche. Pas sur mon compte en banque, mais dans dans ma la tête? tête. Ouais, bien sûr. Tout ce que j'ai vu. Mmh. Parce que j'ai été invité à des soirées avec des millionnaires. J'étais dans le Sahara avec des nomades où ils ont rien. J'ai vu tellement de choses. Mmh. J'ai vu tellement de choses que et ma conclusion, il y a l'émission Rendez-vous à terre inconnue, Mmh mh. une émission que j'adore. Et je donnerais tout pour qu'ils me prennent, m'envoient quelqu'un. Et puis il y a Arthur qui va 2 semaines, je crois que c'est au Pérou, dans les montagnes du Pérou, et il a une conclusion que j'adore beaucoup. Arthur, il dit quand je suis arrivé puis que je les ai vus, ils sont dans leur maison à 4000 mètres d'altitude. Ils essayent de faire pousser des pommes de terre. Ils ont rien du tout. Mais j'ai eu de la pitié. Il dit, mais ils ont rien. Il dit, mais moi, j'ai tout ce que je veux et même ce que j'ai pas besoin, j'ai tout. Il dit, mais eux, là, ils ont quelque chose. Ils ont quelque chose. Tous les jours, ils font quelque chose que moi, je ne fais pas. Tous les jours, ils rigolent. Ils ont rien, ils rigolent. Mmh. Il dit, moi, j'ai tout. Je suis millionnaire et je rigole pas. Mmh. Il dit, il y a peut-être, et ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Plus les gens sont isolés, plus les gens sont pauvres, et plus ils rigolent. Mmh. Les gens qui sont riches, ils ont tellement de problèmes, ils ont tellement, Bien sûr. ils rigolent moins. Ça, Mmh. c'est quelque chose c'est ma conclusion. Mmh. Moins on en a et plus on rigole. Mmh. C'est très important aussi. Lorsqu'on voyage, ne pas voyager sans assurance médicale. En tant que Français, il y a Europe Assistance, il y a Mondial Assistance, il y a beaucoup de choses. Euh, donc, moi, dans mon cas, personnel ici. Donc là, je suis en transition. Je suis en transition. Je suis toujours touriste. Ok. Je vais avoir en début d'année mon visa de d'époux. Que ça prend un certain temps. Mmh. Genre de choses, ok. Donc ici, je n'ai pas
de couverture sociale. Donc c'est un choix que j'ai fait parce que le coût médical ici est, je peux me le permettre. Mais de voyager, parce que bon, j'ai fait des pays comme le Turkménistan, le Kyrgyzstan, enfin la Mongolie. Bon, si on a des problèmes un peu dans le désert et tout ça, c'est quand même bien d'avoir une assurance médicale qu'on peut appeler. C'est clair Donc, que et puis même, je veux dire, aux États-Unis, les soins médicaux, ça coûte, Mmh. enfin, ça coûte, j'ai pas le mot, c'est n'importe quoi, quoi. Je veux dire, hein. Mmh. Les visites chez les médecins, c'est du 300 $, ok, simplement pour une visite, ok. Donc c'est vrai que de partir, d'avoir, alors il y a des assurances pour les nomades, hein, qui existent, ou après il y a d'autres assurances, mais voyager sans assurance médicale, moi je pense qu'on prend un risque. Oui, je suis en bonne santé et tout, mais on n'est pas à l'abri dans un pays comme, enfin, à l'époque on n'était pas mariés, en Inde. Vous mangez quelque chose et puis vous Mmh. êtes malade pendant 5 jours. Vous êtes bien content d'avoir un docteur. Mmh. Donc, donc c'est bien d'avoir des assurances médicales. Là, je n'en ai pas parce que c'est pas cher, donc je peux me le permettre. Si demain j'ai un accident de voiture ici, je dois aller à l'hôpital, ça c'est le risque que je Mmh. prends. Mais voyager sans assurance médicale, je pense qu'on prend un risque. C'est parce que ça peut coûter très cher. Ça peut coûter très cher. Ou on va peut-être vous soigner, mais dans tous les pays, il y a plusieurs niveaux de qualité de soins, comme ici. Mmh. Il y a le privé et le public. Donc voilà, c'est mon avis. Ouais, c'est très clair. On vous mettra en description les assurances que nous avons prises, nous, en tant que digital nomade. Oui. Ça peut peut-être vous aider. Donc, abonnez-vous à la chaîne Free Nomade. Suivez-nous sur YouTube, Instagram, Facebook et TikTok. Et petit mot pour le producteur de Terre Inconnue. S'il voit cette interview avec Yves, n'hésitez pas à nous contacter en message privé. On vous mettra en relation. Alors, je voyage beaucoup. Si les gens veulent me suivre, je suis pas sur les réseaux sociaux parce que j'ai pas envie, mais j'ai mon propre site internet où je mets toutes mes photos et mes vidéos. Et Yves, Voilà. il a eu 100 000 vies et vraiment un personnage super intéressant. Et dans ma prochaine vie, ça va être encore mieux. Génial.